Bienvenue sur Tournant de la vie, le canal où les plus grandes trahisons révèlent la force que nous ne savions pas posséder. Si vous croyez que le destin règle toujours ses comptes, abonnez-vous, laissez un like et partagez. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un sacrifice d'amour et d'une justice poétique. Le bonheur pour Renata avait la forme d'un chèque. Ce soir-là, dans sa petite maison bien rangée, elle le remit à son mari, Felipe, les mains tremblantes d'émotion. Dans cette enveloppe se trouvait la sueur de 6 longues années de travail, chaque centime économisé, chaque sacrifice fait dans le seul but de l'aider à lancer l'entreprise de ses rêves. La même semaine, la vie lui avait offert une autre bénédiction, la découverte de sa grossesse. Elle se croyait au sommet de sa joie, au seuil d'une vie parfaite qu'ils avaient tous deux planifiée. Elle ignorait, alors qu'elle narrait dans son cœur la beauté de ce moment, que son bonheur était une illusion. Elle n'investissait pas dans un rêve. Elle livrait son âme, son avenir et ses économies aux mains d'un monstre déguisé en mari. Quand Renata lui annonça la grossesse, s'attendant à des larmes de joie, elle vit quelque chose dans ses yeux qui la perturba. Un éclat rapide et froid, vite remplacé par un sourire forcé. Ce qu'elle interpréta comme la peur d'un futur père était en réalité l'engrenage d'un plan cruel qui tournait dans son esprit. Car Felipe avait déjà une autre vie de prévue, une vie qui ne l'incluait pas. L'autre femme, Carla, n'était pas qu'une simple maîtresse, elle était sa complice. Leur plan était simple et diabolique. Utiliser l'argent de Renata pour financer leur fuite, simuler la faillite de l'entreprise et disparaître pour commencer ensemble une nouvelle vie luxueuse. La nouvelle de la grossesse n'était pas une bénédiction pour Felipe, c'était un contretemps, une alarme qui l'avertissait qu'il devait accélérer l'acte final de sa trahison. Les semaines qui suivirent furent un lent empoisonnement. Felipe devint un fantôme dans sa propre maison, distant et froid, attribuant sa mauvaise humeur au stress des affaires, la même excuse qu'il utilisait pour justifier ses longues absences et ses appels secrets. Renata, dans son innocence et son amour, acceptait tout, préparant des tisanes apaisantes pour l'homme qui, en secret, finalisait les préparatifs pour dynamiter sa vie. La trahison finale ne vint pas avec un cri, mais avec le froissement d'un papier. Un matin, un huissier de justice lui remit une épaisse enveloppe Kraft. Le cœur serré, craignant des nouvelles de l'entreprise, elle l'ouvrit. Les mots que ses yeux lurent étaient si froids et brutaux qu'ils ne semblaient pas appartenir à sa réalité. Action en divorce et recouvrement de dettes. Le monde de Renata cessa de tourner. Il se brisa simplement en deux. Ce n'était pas une demande de séparation, c'était une déclaration de guerre, un chef-d'œuvre de cruauté calculée. Dans les pages qui tremblaient entre ses mains, Felipe, avec l'aide d'un avocat sans scrupules, la dépeignait comme une méchante. Il affirmait que ces 6 années d'économie n'étaient pas un cadeau, mais un prêt à haut risque, que, en raison de la faillite imminente et frauduleuse de son entreprise, il ne pouvait honorer. Mais le coup le plus profond restait à venir. Il utilisa sa grossesse, la nouvelle qui aurait dû être la plus grande joie de leur vie, comme une arme, citant ses hauts et bas émotionnels, comme preuve qu'elle était une partenaire instable et financièrement irresponsable. Il ne se contentait pas de l'abandonner, il tentait de l'anéantir, lui volant son argent, son avenir et sa propre santé mentale. Le corps de Renata ne put supporter le poids d'une telle trahison. Le stress de la bataille juridique imminente, les nuits blanches passées à relire les mensonges cruels sur le papier et la douleur lancinante d'un cœur brisé se manifestèrent par une fièvre sournoise. Le coup final de Felipe ne fut pas porté au tribunal, mais dans le silence d'une chambre d'hôpital, où les médecins lui annoncèrent, avec regret, qu'elle avait perdu le bébé. À ce moment, le dernier vestige de son avenir rêvé s'envola en fumée. Elle n'avait pas seulement perdu son mari, son argent et sa dignité, elle avait perdu l'enfant qui était la seule lumière dans ses ténèbres. Le silence dans son ventre était l'écho du vide dans son âme, et Renata s'abandonna à une obscurité si profonde qu'elle crut ne plus jamais revoir la lumière du jour. Elle avait touché le fond, un lieu froid et sans espoir, construit par la méchanceté de l'homme à qui elle avait un jour tout donné. C'est dans cet abîme de désespoir que sa sœur aînée, Anna, la trouva. Anna n'était pas comme Renata. Là où Renata était douce et rêveuse, Anna était pragmatique et forte, un roc contre lequel les tempêtes de la vie se brisaient. Elle entra dans l'appartement sombre, ouvrit les fenêtres pour laisser entrer le soleil, et en midi Santosa, trouvant sa sœur recroquevillée dans son lit, n'offrit pas de mots de pitié mais d'action.
Elle prit soin de Renata, la nourrit, et quand elle vit qu'un peu de force était revenue dans ses yeux, elle s'assit à ses côtés. « Tu vas pleurer, Renata, dit-elle, la voix ferme mais pleine d'amour. Pleure notre neveu qui n'a pas pu naître, mais demain, tu te lèveras. Tu transformeras cette douleur en fureur et cette fureur en justice. Il t'a pris beaucoup, mais il ne te prendra pas ta force. Je ne le laisserai pas faire. Nous allons nous battre ensemble. » Les mots d'Anna furent l'étincelle qui alluma le bûcher funéraire de l'ancienne Renata. La femme qui émergea des cendres de sa douleur n'était plus l'épouse rêveuse et soumise, mais une guerrière aux yeux d'acier et au cœur rapiécé par la soif de justice. Soutenue inconditionnellement par sa sœur, elle engagea une avocate, une femme connue pour sa ténacité et pour ne pas avoir peur des hommes riches et arrogants. Au cabinet, en racontant son histoire, la voix de Renata ne tremblait pas. Chaque mot était une pierre construisant les fondations de sa bataille. « Il m'accuse d'être instable et irresponsable, » dit Renata à l'avocate. « Je veux que vous enquêtiez sur chaque centime que je lui ai donné. Je veux savoir comment l'homme que j'ai juré d'aimer a utilisé mes rêves pour construire ma tombe. » La demande n'était pas celle d'une victime, mais d'une stratège, prête à partir en guerre. La phase de communication des pièces du divorce, que Felipe s'attendait à n'être qu'une simple formalité, devint son cauchemar. L'avocate de Renata, avec l'autorisation du tribunal, plongea dans les registres financiers de l'entreprise en faillite, et ce qu'elle y trouva fut plus choquant que n'importe quelle trahison amoureuse. Il ne s'agissait pas de dette ou de mauvaise gestion, c'était un stratagème méticuleusement planifié. Là, noir sur blanc, se trouvait la piste. Des virements bancaires substantiels vers le compte d'une femme nommée Carla. Des courriels échangés entre eux des mois avant le mariage, où ils parlaient de notre plan et de l'investissement final. Ils avaient conspiré pour la voler depuis le début. En voyant la preuve irréfutable, la douleur profonde dans la poitrine de Renata se transforma en une fureur froide et purificatrice. Il ne s'agissait plus d'un cœur brisé, il s'agissait d'un crime. Le jour du jugement arriva et le tribunal était une scène froide pour l'acte final du drame de Felipe. Il s'assit à côté de son avocat, l'incarnation de la confiance, chuchotant et souriant comme si l'issue n'était qu'une formalité. Il croyait que sa parole, celle d'un homme d'affaires éloquent, l'emporterait facilement sur les allégations d'une femme qu'il avait dépeinte comme émotionnellement fragile. De l'autre côté, Renata était assise, droite et sereine, Anna lui tenant la main. Elle ne ressemblait pas à une victime, elle ressemblait à une reine sur le point de revendiquer son royaume. Lorsque l'avocate de Renata se leva, elle ne fit pas un discours passionné. Elle présenta simplement les faits un par un, comme un bourreau affûtant sa lame. Chaque courriel, chaque virement bancaire, chaque reçu de luxe de Carla fut projeté sur un écran pour que le juge puisse le voir, tissant une tapisserie irréfutable de tromperie et de malveillance. L'expression du juge, un homme plus âgé aux yeux, qui avait déjà vu le pire de la nature humaine, passa d'une neutralité professionnelle à un dégoût voilé. Le marteau frappa la table avec une finalité qui résonna dans la salle silencieuse, scellant le destin de Felipe. Le verdict fut écrasant. Non seulement le divorce fut prononcé au tort de Felipe, mais le tribunal le reconnut coupable de fraude, d'abus de confiance et d'abandon. Il fut condamné à rembourser chaque centime de l'argent de Renata, avec intérêt et une lourde indemnité pour préjudice moral. Le visage de Felipe s'effondra, le masque de l'arrogance se brisant pour révéler le petit homme pathétique en dessous. Renata ne sourit pas, elle sentit simplement un poids, le poids d'années de douleur et de sacrifice commençait enfin à se lever de ses épaules. La première bataille pour son honneur avait été gagnée. Les mois qui suivirent la victoire au tribunal furent, pour Renata, une période de guérison silencieuse. Avec le soutien d'Anna, elle emménagea dans un nouvel appartement, plus petit mais plein de lumière, où elle commença à cultiver des plantes et à se cultiver elle-même un jour à la fois. La justice légale avait été rendue, mais la vraie paix était encore une visiteuse timide. Un jour, le téléphone sonna. C'était un vieil ami commun, la voix hésitante, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il apporte de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Il lui raconta ce qui était arrivé à Felipe et Carla. Avec l'argent qu'ils avaient réussi à détourner avant que les comptes ne soient gelés, ils avaient ouvert la boutique de luxe de leurs rêves. La boutique était un monument à la vanité, une oasis d'extravagance construite sur un marécage de mensonges, et comme toute construction sans fondation solide, elle était destinée à s'effondrer. L'ami poursuivit l'histoire,
Et la justice poétique du destin se révéla dans toute sa gloire ironique. L'entreprise, gérée par l'arrogance de Felipe et la cupidité de Carla, fit faillite de manière spectaculaire en moins de 6 mois. Ils dépensèrent plus qu'ils ne gagnaient, vivant un fantasme que l'argent volé ne pouvait soutenir. Et puis vint le coup de grâce. Carla, la femme pour qui Felipe avait détruit sa vie et son honneur, voyant que la source d'argent s'était tarie, fit exactement ce qu'ils avaient prévu pour Renata. Elle l'abandonna. Elle disparut dans la nuit, laissant derrière elle un mot cruel et des dettes massives à son nom. La même ruine financière, le même abandon froid et calculé qu'il avait infligé à sa femme enceinte, lui revenait maintenant au double et sans la main d'une sœur pour le soutenir. Renata raccrocha après l'appel de son ami et se dirigea vers la fenêtre de son appartement, qui donnait sur un petit jardin qu'elle cultivait elle-même. Le soleil de l'après-midi réchauffait son visage, et elle observa un papillon se poser délicatement sur une fleur. En apprenant la ruine de Felipe, elle ne ressentit pas la vague de joie vengeresse que beaucoup auraient attendue. Au lieu de cela, un calme profond et serein s'installa dans son cœur. C'était le calme de la fin d'une longue tempête, le sentiment que l'univers, avec sa logique parfois lente mais implacable, avait enfin restauré l'équilibre. La justice du tribunal lui avait rendu son honneur. La justice du destin lui avait rendu la paix. Le cycle de douleur qu'il avait initié s'était refermé sur lui-même et elle se trouvait enfin à l'extérieur, libre. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. L'enveloppe était bon marché et l'expéditeur, écrit d'une écriture instable qu'elle connaissait si bien, fit faire à son cœur un unique et dernier bond de reconnaissance. C'était de Felipe. Assise dans son fauteuil préféré, la lumière du soleil baignant la pièce, elle lut les pages remplies d'apitoiement sur soi. Il demandait pardon, accusait Carla de tout, décrivait sa misère et sa solitude avec des détails pathétiques. La lettre était une longue symphonie de regrets égoïstes et la note finale, comme Renata s'y attendait, était une demande. Il implorait une petite aide financière juste pour se relever, pour recommencer. C'était l'aveu final qu'il n'avait rien appris. Il avait simplement changé de victime, espérant que la femme qu'il avait tenté de détruire deviendrait maintenant sa sauveuse. Renata finit de lire la lettre et la plia lentement, le papier fragile entre ses doigts. Un instant, elle regarda l'écriture de l'homme qui avait été un jour le centre de son univers et ne ressentit rien. Ni la douleur de la trahison, ni la braise de la colère, ni même la pâle compassion pour la créature pathétique qu'il était devenu. Elle réalisa avec une clarté à la fois libératrice et un peu triste que pardonner ne signifiait pas secourir. Lui pardonner dans son cœur était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même pour pouvoir avancer. L'aider, cependant, serait manquer de respect à la mémoire de son enfant, à la force de sa sœur et à la femme résiliente qu'elle était devenue. D'un geste calme et définitif, elle se leva, froissa la lettre en une boule compacte et la jeta à la poubelle. En se tournant pour arroser une fougère qui poussait vigoureusement, un sourire sincère illumina enfin son visage. La vraie justice, après tout, n'est pas un acte de vengeance, mais un état de paix. La victoire finale de Renata ne fut pas la condamnation de Felipe au tribunal, ni la nouvelle de sa faillite, mais ce simple geste de jeter le passé. Ce fut le moment où la supplique de l'homme qui l'avait détruite devint un bruit sans importance dans sa vie, paisible et florissante. Il resterait à jamais enchaîné au cycle de ses propres mauvais choix, un fantôme en quête d'un hôte. Elle, en revanche, était devenue sa propre ancre, son propre havre de paix. Il était une histoire sur la façon dont la méchanceté s'autodétruit, elle était devenue une leçon sur la façon dont la résilience peut, à partir de la terre la plus dévastée, cultiver un jardin magnifique et résistant. Des années plus tard, la vie de Renata s'épanouit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avec l'indemnité qu'elle reçut, elle ouvrit un petit café-jardin, une oasis de tranquillité au milieu de la ville, qui devint un lieu de rencontre pour la communauté. Sa joie ne venait pas du profit, mais des conversations, de l'odeur du café frais et de la beauté des plantes qui poussaient sous ses soins. Anna, son roc, était toujours là, les deux sœurs partageant une paix construite sur les ruines de l'adversité. Parfois, des nouvelles de Felipe parvenaient. Un homme, brisé, passant d'un petit boulot à l'autre, à jamais hanté par l'ombre de l'empire qu'il avait failli avoir. Sa punition n'était pas la prison, mais la liberté de vivre chaque jour avec la connaissance écrasante de ce qu'il avait détruit pour rien. Et ainsi,
que l'histoire de Renata serve de phare. Une leçon que le caractère est, en fin de compte, notre seul et véritable destin. Ceux qui bâtissent leur château sur les fondations de la trahison et de la cupidité peuvent profiter du soleil une saison, mais ils sont destinés à vivre dans l'ombre éternelle de leur propre ruine. La vraie force n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de cultiver un jardin à l'endroit où le cœur a été brisé. Et la justice la plus pure n'est pas la vengeance que nous cherchons, mais la paix que nous trouvons en allant de l'avant, confiant que le destin, avec sa sagesse silencieuse et son timing parfait, se chargera de régler tous les comptes. Ce fut un voyage de douleur, de résilience et de l'inévitable justice du destin. Ici, sur Tournant de la vie, chaque histoire nous rappelle notre propre force. Si vous avez été touché par le parcours de Renata, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo. Ensemble, nous continuerons à explorer les plus incroyables retournements de la vie,